Et merci de nous retrouver dans ce nouveau numéro de votre émission Podium Jeunesse, la rencontre avec les jeunes. La situation difficile que la crise sanitaire à coronavirus fait vivre à l'humanité entière nous a fait prendre conscience de certaines réalités dont nous tirons des leçons et acquérons de bonnes pratiques qui, sans doute, auront un grand impact profond sur notre façon de vivre et d'être. Au cours de cette émission, nous allons échanger sur les leçons apprises, tout domaine compris, et nous allons aussi partager les bonnes pratiques acquises. Alors, chers téléspectateurs, cette émission, nous allons la faire ensemble. Dans la deuxième partie de l'émission, vous aurez l'occasion de participer à l'émission par SMS au 90 14 09 52 et vous partagerez avec nous les leçons que vous aussi vous avez apprises avec la COVID-19. Donc aujourd'hui, à mon SM gauche, je suis avec Raphaël Kadedjisso. Il est enseignant de philosophie. À ma gauche, je suis avec Zeus Wukinta. Il est juriste de formation, doctorant en droit et gestionnaire des collectivités territoriales en formation à l'ENA cycle 3. À mon extrême droite, je suis avec Stanislaus Klupo. Il est juriste. Et enfin, à ma droite, je suis avec Antoinette Edjamtoli. Elle est médecin en formation, elle est interne en médecine, plus précisément en 7e année de médecine à la faculté des sciences et de la santé à l'université de Lomé. Bonsoir et merci pour votre disponibilité. Comme je le disais en début d'émission, la pandémie de la COVID-19 a changé beaucoup de choses dans le monde et le quotidien de l'humanité entière est en cours de transformation. Dites-moi, quelles leçons d'humanité tirez-vous de cette crise à coronavirus, Stan? Oui, bonsoir les téléspectateurs. Je pense que aujourd'hui, cette maladie nous a beaucoup appris des choses. Et moi, personnellement, quand je me réfère à votre question, je peux dire que on s'est rendu compte, ou bien je me suis rendu compte que l'égoïsme ou l'orgueil ne mènera personne nulle part. Ça, c'est un. Parce que quand nous voyons un peu des gens qui souffrent et des gens qui gisent sur les lits d'hôpital, et puis des gens qui sont riches, des gens qui sont aisés, des gens qui n'ont rien à voir avec la pauvreté, avec tout ce que les gens vivent de misérable, mais qui sont aussi dans la même situation que ces pauvres, que ces gens-là, qu'on pense toujours que c'est des moins que rien, sincèrement, ça dit beaucoup de choses. Ça, c'est un. Maintenant, avec cette maladie, on a compris que les hommes ont un pouvoir assez, je dirais, poussé. Poussé dans quel sens? Dans ce sens où, déjà avec l'avènement de coronavirus, on a vu ces personnes-là qui sont dans le domaine médical, qui font feu de tout bois pour trouver une solution idoine à cette maladie, c'est-à-dire un remède ou bien des vaccins qui peuvent toutefois éradiquer la maladie. Et donc là, je comprends que l'humanité, en fait, a en lui un pouvoir, ou je dirais cette force de renverser les situations. Mais est-il que pour aller loin, il faut travailler main dans la main, il faut travailler ensemble, il faut unir les forces, parce que c'est ce qu'on n'avait pas, c'est cette culture-là qu'on n'avait pas avant. On pense que uniquement de tout faire. Tu dois parler de se rassembler pour une cause commune, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut travailler, madame. On pensait avant que, c'est-à-dire l'égocentrisme, on pense qu'on se suffit. Quelqu'un peut penser que, bon, moi je me suffis parce que j'ai ceci, j'ai cela. Mais avec cette maladie, on comprend que non. Le monde ne veut pas évoluer comme ça. Le monde, pour évoluer, il faut plutôt s'unir, il faut travailler main dans la main et il faut avoir l'humilité d'accepter l'autre et d'être ouvert pour pouvoir régler les choses qui, finalement, nous sont difficiles. C'est ce que je peux dire. Stan, pour toi, c'est l'égoïsme qui a diminué au sein de la société humaine? Oui. Quand vous voyez un peu des gens qui ont peur, c'est-à-dire, déjà au début, sincèrement, en tout cas moi personnellement, quand je vois un peu la panique, moi-même j'ai paniqué, quand je vois que les pays développés souffrent aussi de ce problème-là,
et personne n'est épargné, c'est-à-dire c'est un mal, vous ne le voyez pas. Le mal est juste invisible et ça vous attaque. Vous ne savez pas quand ça vient, à quel moment ça arrive et ça vous attaque, ça fait peur. En somme, coronavirus nous a mis que le son à riche ou pauvre sur le même pied. Voilà, sur un même pied. Merci, voilà. Antoinette. Merci. Bonsoir, ça a été présenté. Pour la question de savoir quelles leçons d'humanité avons-nous apprises de cette pandémie. Moi, j'aimerais axer sur deux niveaux. Sur le niveau individuel. Sur le niveau individuel, vous voyez, coronavirus, Covid-19 nous a mis au même pied d'égalité comme vous venez de soulever. Riches comme pauvres, la race blanche, la race noire, grands, petits, nourrissons, tout le monde est incriminé, tout le monde est vulnérable. Et du coup, avec la pandémie, nous avons appris que, tel que Stan l'a dit, l'égoïsme ne nous amène pas loin. Également, nous apprenons cette solidarité que nous avons apprise. Parce que, selon les mesures barrières dites, tu protèges l'autre, l'autre te protège. Si vous avez le moyen de vous offrir les masques par exemple, et l'autre à côté parce qu'il n'a pas les moyens financiers, ne se protège pas, le mieux c'est plutôt de lui offrir. Donc ce que j'ai appris personnellement, c'est que je protège l'autre, en aidant l'autre plutôt à en avoir, je me préserve aussi. Ma santé dépend d'abord de la santé de l'autre. Donc ce qui nous amène à la solidarité. Également, si je vais au niveau collectif, c'est que dans nos... si je prends les pays actuellement, nous pouvons ressortir, vu l'urgence sanitaire qui nous a vraiment paralysés, nous comprenons plus l'étroitesse entre les liens entre l'économie et la santé. Si je suis en bonne santé, je vais au boulot, je travaille. Imaginez, peut-être vous faites des transactions en Chine, vous envoyez des millions, peut-être qu'on vous amène vos marchandises et le monsieur à qui vous avez envoyé ces montants décède de Covid-19. Donc vous êtes abattu ici à Lomé. Vous êtes un problème en réalité. Voilà, donc l'économie, l'étroitesse entre l'économie et la santé maintenant, on voit un peu la nécessité de privilégier donc ces deux domaines, le domaine de la santé. Nous prenons conscience que vraiment... Que la santé est une richesse. Exactement. Et en même temps, de ce côté, on voit l'éducation. Comment nous devons privilégier la recherche scientifique. Nous avons des jeunes étudiants, chercheurs, des professeurs, chercheurs également, qui ont la compétence, qui ont appris théoriquement, mais parce qu'ils n'ont pas le plateau technique adéquat pour exercer ce qu'ils ont appris. Donc, ils sont toujours limités. Nous sommes dépendants de l'autre. Donc, cela a apporté un réveil sur le plan national, je crois. Il y a un réveil de pouvoir privilégier ces domaines que nous avons fort longtemps minimisés. Merci beaucoup, Raphaël. Ton avis sur la question? Oui, merci, madame. Parler de leçons humanistes à tirer à propos bien sur l'avènement de coronavirus. Je pense que parler de leçons, c'est déjà de faire un recul pour savoir comment était le monde avant l'avènement de corona. Parce que si vous voyez comment était le monde, chacun courait de son côté, chacun cherchait pour lui, et qu'on s'en fout si le niveau, mon niveau est trop élevé et que celui qui est à côté de moi ne trouve même pas à manger, ce n'est pas mon problème. C'est de l'égocentrisme, c'est l'orgueil, c'est l'irisme personnel. Le moi suffit, les autres je m'en fous. Et c'était ça. Et il y avait de l'importance qu'on accordait, surtout même à ceux qui faisaient de la migration et tout ça. Lorsque l'Européen était surtout l'homme blanc, et avait toujours cette touche particulière là que tout le monde veut copier, tout le monde veut aller là-bas et tout ça. Mais avec le corona, on a compris que en réalité, au fond, nous sommes les mêmes. Nous restons les mêmes. Nous partageons quelque chose en commun. Et ce quelque chose en commun, coronavirus, avec un recul, on constate qu'en réalité, c'est une maladie qui a tué, mais c'est une maladie également qui a aidé l'humanité à se retrouver.
Parce que si vous voyez par exemple sur le plan social, vous allez constater que tout le monde lutte pour protéger l'autre, pas seulement moi. Parce que si moi je me protège et que l'autre ne le fait pas, c'est que le virus va circuler. Donc on a compris qu'il faut que tout le monde, et c'est ce qui a amené même les confinements. Parce que si vous ne vous confinez pas, et même actuellement, bien sûr, la maladie essaie de disparaître, mais il y a toujours cette inquiétude-là. Parce que tant que ça finit dans votre pays et que dans l'autre pays ce n'est pas encore fini, tant qu'il y a échange entre les hommes... Pourquoi tu dis qu'elle essaie de disparaître? Le virus circule toujours. Oui, c'est ce que je dis, mais avec l'ampleur que cela avait au début. Où vous avez 1000 morts par jour, que ce soit en France ou dans d'autres pays, il y a cette accalmie-là maintenant. Et puisqu'il y a déconfinement, si on parle de déconfinement, c'est qu'on pense que le risque est moindre. Voilà, est moindre. Donc voilà, sur le plan scientifique surtout également, vous allez constater qu'il y a, les scientifiques du monde ont compris que ça ne peut pas se faire seul. Il faut une solidarité. Ce qui fait que lorsque par exemple un Béninois sort un médicament, que ça peut sauver, c'est pratiquement toute l'Afrique de l'Ouest, presque toute l'Afrique qui se lutte pour voir, pour essayer si effectivement est-ce que ça peut marcher. Là, il n'y a plus cet individualisme exacerbé qu'on constatait. Cela a diminué énormément. Si nous prenons également sur le plan social, et je suis toujours sur le plan, j'étais sur le plan social, je parlais de quelque chose auparavant. Avant, lorsque par exemple celui qui va en Europe, il revient, on a de l'impression que il a quelque chose, il y a une touche, ce qui amenait des gens même à faire des migrations. Il a quelque chose de supérieur. Mais aujourd'hui, lorsqu'on voit qu'il vient d'Europe, il vient d'Amérique, il vient surtout de la Chine, on a peur de lui. On se dit, il vient de là, il doit certainement traîner le virus quelque part. Peut-être dans ses habits ou on ne sait pas. Donc vous voyez que des gens commencent déjà à réfléchir, surtout les Africains qui prenaient l'Europe comme le Dorado, où ils voulaient tout faire pour y aller, commencent déjà à réfléchir. Si l'Europe, avec tout cet arsenal, ont eu autant de morts, alors que notre Afrique, pour le moment, et nous prions Dieu que ça continue comme ça, nous ne sommes pas morts à ce point, alors on comprend que l'Africain en Afrique a de la valeur. Et on a compris qu'on peut réussir en Afrique en étant en Afrique avec les Africains. Merci. Et vous pouvez voir également, pour terminer, je vais terminer, je ne sais pas par là, qu'on croyait que l'intelligence était pour l'homme blanc. Et tout le monde, tout ce que les blancs sortaient comme avec ça, ça peut guérir Corona, mais c'était peine perdue. C'est le Madagascar à côté ici qui nous a réussi à sortir un médicament. Qui fait polémique pour le moment. Malgré que ça fait polémique, parce que je dis que je vais terminer par là. Puisque entre-temps, c'était la dernière fois, ça doit être 2 semaines passées, l'OMS avait suspendu par exemple l'utilisation de hydroxychloroquine. Mais après, c'était seulement avant-hier, il dit qu'ils vont encore reprendre l'essai. Ce qui veut dire que ces organismes ont également un problème. Et avec le coronavirus, c'est sauté aux yeux du monde. Et je pense que nous avons énormément de choses à apprendre. Et ils vont également se restructurer. On doit revoir également le programme de développement. Et je pense qu'on a beaucoup de choses à apprendre de cette maladie-là. Merci beaucoup. Zeus. Oui, moi, il y a un fait qui m'a marqué ces derniers jours en termes d'humanité sur le plan religieux. En Allemagne, où on se rend compte que les mosquées ne peuvent plus contenir assez de personnes et les chrétiens ouvrent les portes pour les musulmans afin qu'ils puissent prier. Et ça a été fait en termes d'humanité. En Allemagne. Oui. Et partout au monde, ça touche la sensibilité des gens. Parce que aujourd'hui, ouvrir les portes d'une autre église, d'une autre obédience religieuse pour qu'une autre vienne prier, ce n'était pas évident avant cette maladie. Et sur le plan social, comme les autres l'ont dit, on a vu ce soutien et on continue de le voir. Tous ceux qui ont assez de moyens, qui les mettent au service de ceux qui n'en ont pas, en les offrant des bavettes, des kits pour survivre. Ça, ce sont des gestes humanitaires assez remarquables. Et également sur le plan politique,
bien sur le plan national. On a vu dans tous les pays que le débat était recentré autour de la solidarité nationale. Quand les États prennent des mesures pour pouvoir alléger le vivre quotidien des citoyens, notamment en payant les factures d'électricité, les factures d'eau, en allégeant le coût de la vie, je pense que ça a recentré le débat autour de la solidarité nationale parce qu'on s'est dit qu'il faut protéger tout le monde au même moment. La maladie pour un riche, il pouvait rester dans son rôle pendant des mois et 2 mois survivre à l'aise sans aucune difficulté. S'approvisionner de tout ce dont il avait besoin et survivre. Mais pour le pauvre, ce n'était pas évident. Donc, comme je venais de... Même au niveau international, quand on voit ce geste de la part des pays développés qui ont voulu bien alléger les dettes des pays en développement, c'est un geste humaniste. C'est de la solidarité internationale pour ajouter à tout ce que les uns et les autres ont dit. Je pense que cette maladie a beaucoup appris au monde. Beaucoup appris au monde en termes d'humanité. Et il y a quelque chose qui nous échappe ou qui nous a échappé personnellement. Nous n'avons jamais su que nous pouvons être des prisonniers avec la clé de notre cellule en main dans un milieu qui nous est familier. Raphaël. On ne l'a jamais imaginé. Sérieusement, on ne l'a jamais imaginé. Parce que souvent, quand on parle de prisonnier, c'est quelqu'un qu'on enferme quelque part et on l'emporte la clé. La clé n'est pas avec celui qui est enfermé. Mais c'est ce que nous avons vécu. C'est ça. On n'a jamais imaginé qu'on va se lever, on ne va pas aller au boulot, on ne va pas aller travailler, on va rester à la maison. On n'aura même pas le courage de sortir de sa maison. Ça, jamais. On ne l'a jamais imaginé. Mais avec le corona, on a compris que le travail, oui, mais la vie d'abord. Stan, qu'est-ce que tu penses de ceci? Oui, ça c'est marquant quand même. Touche. Pourquoi? Parce que quand Corona est apparu et qu'il y a la panique partout, on doit se renfermer dans nos chambres, dans nos maisons, la seule chose qui me revenait à l'idée, à l'esprit, c'est que comment se fait-il que le monde entier puisse être touché par un mal qui... Voilà l'une des pratiques qui dérange beaucoup. Voilà. Tu es obligé de le mettre. L'une des bonnes pratiques pourtant qui dérange Stan. Hein? Comment quelque chose prend en otage le monde entier. De toute mon existence, je n'ai jamais appris ou bien entendu qu'il y a un phénomène, quelque chose qui a touché le monde entier, tous les pays du monde. Ça c'est quelque chose qui m'a tellement sidéré. Je me suis dit, si tel est le cas, il peut arriver qu'un jour, on soit là et que quelque chose circule dans l'air et que nous tous nous inhalons cela et puis que nous mourions. Qu'on meurt tous. Donc du coup, ça laisse à réfléchir beaucoup. Et surtout quand on reste chez soi, vous savez, beaucoup d'idées passent par la tête. Hein. Ça nous a permis de mûrir aussi dans la tête, dans notre quotient intellectuel. Parce que quelque chose qu'on n'a jamais vécu et qui vient s'imposer à nous, c'est difficile. Maintenant, quand c'est comme ça, et qu'on voit à côté des gens qui continuent à ne pas être, je dirais, sociables, ça fait mal. Parce que on se dit à quel point l'humanité ou bien à quel point les hommes ou bien certaines personnes... Ou cela voudrait tout simplement dire qu'ils n'ont rien appris de la Covid-19. Voilà, parce que je ne peux pas comprendre que devant cette situation, des gens se renferment toujours sur eux et ils pensent que, bon, ça va passer bientôt et puis on va reprendre les habitudes, je serai toujours puissant comme je l'étais, donc je n'ai pas besoin de l'autre. Ça fait mal. Merci Stan. Pour évoluer, nous allons suivre ce micro-trottoir et nous revenons juste au plateau pour en parler. Regardez. En fait, dans un premier temps, je dirais que la pandémie Covid-19 est un mal nécessaire. Mal dans un premier temps parce que ça a occasionné une crise sanitaire, ça a occasionné une crise financière, surtout le plan mondial et dans pratiquement tous les domaines. Nécessaire parce qu'elle nous a permis d'acquérir l'hygiène. Parce que je me souviens que depuis l'enfance, on nous parle ou bien on nous apprend à pratiquer l'hygiène. Mais avec l'arrivée de cette pandémie-là, c'est devenu notre quotidien. Ça fait que même après cette pandémie, bon, nous autres, nous pourrons garder cette pratique-là. Secondo, j'ai vu aussi la limite
de l'homme par rapport, prenons l'exemple de la science qui n'a pas pu trouver une solution adéquate à cette pandémie-là. Donc déjà, ça a renforcé ma foi au sujet du fait que Dieu est le seul, ou bien le ciel est le seul secours à qui on doit recourir lorsque ces genres de moments vont se présenter. Et aussi, la religion, ou bien d'autant plus que je suis chrétien, je pourrais dire que avec ma Bible m'a préparé d'avance par les prédications, par les enseignements, a préparé ma psychologie d'avance par rapport à ces genres de situations. La Covid-19 aujourd'hui nous laisse confronter à des difficultés telles que la pratique d'hygiène, comme le lavage main, le port des cache-nez. Mais on n'a pas besoin forcément d'attendre la Covid-19 avant de porter des cache-nez parce qu'on est exposé tout le temps dans la nature. On est confronté à des virus qu'on ne voit pas mais qui nous affectent tout le temps. Aussi, la Covid-19 nous permet de pratiquer l'hygiène tout le temps pour entrer dans les structures auprès des enfants. La maladie nous a permis de considérer de nouveau les relations humaines tellement dans les familles. Il a rapproché les parents à travers le phénomène de confinement. Les papas qui ne causaient jamais avec les enfants, puis la conscience de causer de nouveau avec leurs enfants, de connaître leurs enfants. La Covid-19 nous a permis également de rendre compte que nos hôpitaux n'étaient pas bien équipés. On avait besoin des équipements dans les services, dans les centres de santé pour mieux prendre en charge les malades. Cette maladie devait nous permettre de conseiller des gens. On ne doit pas attendre vraiment la venue des maladies avant de parler, avant de conscientiser la population. On doit remonter à des prises en charge communautaires. On doit former les gens dans les quartiers pour prendre en charge la communauté parce qu'à la base, la communauté manque de communication. C'est pour ça qu'il va falloir qu'on s'engage dorénavant à former les populations dans les couches vulnérables pour pouvoir informer les gens de la situation lorsqu'une maladie apparaît ou une pandémie dans le monde. La Covid-19 est venue nous apprendre que les pays africains doivent doper leurs investissements dans le secteur de la santé. Parce que tout à l'heure, vous allez voir que les infrastructures sanitaires, le personnel médical, le matériel en général, tout pose problème dans les pays africains en général de nos jours. Et comme deuxième leçon à tirer, c'est que les pays africains doivent vraiment augmenter leur financement dans le secteur de l'innovation et de la recherche. Nous avons vu dès le lendemain de la Covid-19 déjà, de ces jeunes structures qui sont tout de suite mises sur le marché de la production de masques, de dispositifs de lave-mains, de détergents, du médicament même. Tout cela montre que le terrain de l'innovation et de la recherche porte un avenir radieux pour les pays africains. Ça voudra dire que si on investit dans cela, les pays africains auront quand même une valeur ajoutée. Donc c'est une grande leçon à tirer de la Covid-19. En troisième position, nous allons voir que les pays africains n'arrivent pas à financer eux-mêmes leur plan de riposte contre la Covid-19. Récemment au Togo, nous avons encore appris que le Togo a bénéficié de 6 milliards et quelques de dons de la part de l'Union européenne. C'est que nous portons un déficit dans le système d'autofinancement. Donc ça veut dire que cela est dû en partie au poids de l'endettement. Nous allons voir que le Togo, tout comme les autres pays africains, bénéficie de prêts allant jusqu'à 16% comme taux, ce qui est presque nul dans les pays européens et asiatiques et autres. Il faut que les pays africains diversifient leurs économies. Récemment, quand j'attendais le Nigeria, qui a une économie de poids sur le continent africain, diminuer ou bien revoir son budget à la baisse de près de 1500 milliards de naira, alors que c'est un pays qui vit principalement du pétrole. Et son ami du Ghana, de la Namibie et autres parlaient également d'emboîter le pas. C'est qu'ils sont trop basés sur le pétrole. Alors qu'avec le confinement qu'a engendré la Covid-19, c'est qu'il n'y a plus de consommation de pétrole. Les pays d'à côté comme la RDC, l'Afrique du Sud, qui vivaient également tout aussi de la mine, eux aussi pensent faire la même chose. Ça veut dire que les pays africains devraient tirer la leçon de diversifier leurs économies. Retour au plateau et dans la deuxième partie de cette émission. Chers téléspectateurs, vous pouvez maintenant participer aux échanges avec nous en nous envoyant des SMS au 90 14 09 52. Vous nous direz les leçons que vous avez apprises, vous, de la Covid-19 et les bonnes pratiques que vous avez pu acquérir. Zeus. Oui. Et moi, il y a un fait marquant par rapport au micro-trottoir.
et tout le monde en parle. Et c'est qu'on a compris que véritablement nous avions besoin de protéger la vie en Afrique. On a véritablement besoin de protéger la vie avec nos structures sanitaires. Parce que au début, on a besoin d'y investir. On a besoin d'investir à ceux de moyens et de valoriser le secteur de la santé, toutes les personnes qui s'y mettent dans ce domaine pour protéger la vie. Et j'étais très content quand je voyais dans certains reportages, surtout en Europe, où le soir venu, quand les médecins rentraient de leur maison et les cohabitants s'alignaient pour pouvoir les applaudir, parce que c'est des gens qui bravaient la mort pour sauver d'autres vies. À chaque instant. À chaque instant. Et spécifiquement dans nos pays, on a véritablement compris que notre système de santé est vraiment très en retard et qu'il fallait y investir. Mais en termes de leçons pour l'Afrique, moi j'ai compris bien d'autres choses au-delà. Et j'ai compris tout de suite que l'Afrique, la position du monde par rapport à l'Afrique était ce continent où c'est des bêtes de somme. Parce que quand on dit tout de suite, rien de bon ne sort. Rien de bon ne sort, parce que les premières propositions qui sont sorties de l'Afrique ont tout de suite été battues en brèche, ou bien on a douté. N'ont pas été considérés. On n'a pas été considérés, si je peux le dire. On n'a pas été considérés. Si je prends l'exemple de l'Afrique du Sud, même du venir à côté ici avec la pivirine, jusqu'ici, on ne sait pas exactement quelle est la position. Et c'est après le Covid organique qu'on se rend compte qu'il y avait quelqu'un qui avait travaillé sur l'artémisia, notamment le docteur Mouyangi, et qu'il avait subi toutes les misères du monde parce que quelque part, ça venait de l'Afrique. Quelque part, ça venait de l'Afrique. Quand vous suivez l'histoire de cet étudiant qui a été, dont on a suspendu les études parce qu'il travaillait sur cette plante dont tout le monde sait aujourd'hui qu'elle peut servir dans la lutte contre cette pandémie, ça dit beaucoup de choses parce que c'est un Africain. Et également, même par rapport à l'artémisia, moi j'ai vu des documentaires où il y a 2 ans, au Cameroun, on a détruit des hectares de cette plante parce qu'on se disait non. Si on permettait aux gens de pouvoir mieux étudier cette plante, que quelque part, elle devenait un danger pour bon nombre de personnes, bon nombre de structures qui avaient cet égoïsme dont nous venons de parler. Pour moi, pour cette pandémie doit donner une leçon à l'Afrique. Cette leçon, comme les uns et les autres l'ont dit, je pense que Raphaël avait dit, nous pouvons donner quelque chose, nous avons de quoi donner. Nous avons du potentiel. Tout de suite, après la fermeture, nous avons vu comment les mobilisations se sont manifestées au niveau de l'Université de Lomé en mettant en place des équipes pour travailler là. Ce qu'on n'avait jamais vu auparavant. C'est vrai que nous avons toujours su que la vie est courte. Mais avec Corona, on a su qu'elle est réellement courte. Oui, la vie est vraiment courte. Justement, tout à l'heure, dans le micro-trottoir, il y a un jeune homme qui a touché un point qui m'a plu, moi. C'est qu'il dit, bon, lui il est chrétien et il a été déjà préparé psychologiquement à de telles choses. Vous savez, il y a un autre côté de la chose qui nous est un peu caché souvent. On nous dit qu'il y aura la fin du monde et vu tel que le monde ça évolue, personne n'a jamais cru à cela que la fin du monde peut arriver ou bien quelque chose peut venir frapper le monde. Immobiliser le monde. Maintenant, avec cette affaire de Covid-19, là, ça y est, quoi. On comprend on sait que c'est possible, voilà, ça peut survenir. Possible. Ça peut arriver. Donc cela fait que maintenant, les humains, bien, les hommes que nous sommes, nous avons maintenant, comment dirais-je, ce qui peut nous amener à bien vivre, c'est-à-dire à vivre comme cela se doit, à vivre dans la justice, à vivre selon les bonnes mœurs. Je crois que tu voudrais dire à tenir compte de Dieu en fin de compte. Oui, si pour ceux qui n'y croient pas. Oui, si je dis simplement tenir compte de Dieu, ça voudrait dire que je suis en train de résumer ça uniquement que sur les chrétiens. Mais non, Dieu c'est pour les musulmans aussi. Oui, mais il y a des gens qui... Je ne parle pas de christianisme, je parle de religion en fait. Oui, là, quand on parle de religion, voilà, en fait justement, là, on peut mettre tout le monde. Nous avons commencé à recevoir les SMS, voilà ce qui nous est dit, que notre foi en la science, en la médecine et en l'intelligence artificielle ont pris un coup dur. Antoinette, avec la Covid. Exactement. Vous voyez ce petit virus
qui atterrit et qui dompte la vie humaine, qui anéantit totalement, complètement, en même temps record toutes des milliers de vies. Vous voyez, et c'est effectivement, la vie, elle est courte, quand bien même. C'est un cadeau de Dieu, ça vaut plus que l'or, c'est vraiment précieux. Nos pays dont on attendait les puissances mondiales, la Chine, l'Allemagne, les États-Unis, qu'ils fassent part de solutions n'ont pas pu. Effectivement, on attend de Merci beaucoup. Raphaël, que penses-tu de la réponse de nos téléspectateurs, que ça soit en sciences, en la médecine et en l'intelligence artificielle, ont pris un coup dur avec la Covid-19? Vous savez, ça me touche. Ça me touche parce que, effectivement, le monde, parce que je veux forcément passer par là. Le monde avant coronavirus, c'est que le développement, on avait tellement mis de l'espoir sur la science, sur la technologie. Nous vivions dans un monde du surréalisme, de façon où, c'est-à-dire que l'humain n'est plus au centre du développement. L'homme n'est plus le centre. Avant Corona? Je vous dis sérieusement, parce que si par exemple aujourd'hui, on peut assister à la mort de quelqu'un au lieu de lui porter assistance. On prend son téléphone pour filmer le début de son agonissement jusqu'à ce qu'il ne meure. Et on se dit, je suis le héros plutôt. De son agonie, tu voudrais dire? Oui, de son agonie. Et on prend ça et on publie. Et on dit que c'est moi ça. Vous voyez comment le monde est devenu? Mais avec Corona, on a compris qu'on a ignoré quelque chose. On n'a pas mis l'homme au centre du développement. Merci beaucoup. Un autre message. Les chercheurs d'emploi sont désespérés. Leur chance de trouver un emploi est de plus en plus faible dans un contexte où l'activité économique est ralentisseuse. Oui, évidemment, je pense que pour les chercheurs d'emploi, c'est devenu encore désespérant. S'isoler sans emploi, avec les mains vides, en plus de cette situation où pratiquement certaines entreprises ont été obligées de réduire le personnel à cause du coût financier de l'arrêt d'un certain nombre d'activités. Véritablement, pour un chercheur d'emploi, c'est la croix et la bannière. Et la bannière. Et avec cette situation. Et s'il faut parler véritablement de la prise en compte de la place de Dieu par rapport à cette maladie, je pense que beaucoup de personnes ont compris qu'il faut se préparer en permanence. Pour un croyant comme moi, il faut se préparer en permanence. À tout instant. À tout instant. Parce qu'on ne sait pas quand on va se lever un jour. Mais ça, on le savait depuis. On le savait depuis, mais on avait cette assurance dans la technologie, dans la médecine, de telle sorte qu'à un moment, on est devenu véritablement les dieux de la science. Je pense que cette affirmation, sur laquelle la science a fait de nous les dieux, et avant que nous devenions des hommes véritablement, depuis un bon moment, on croyait en tout. Puisque même, moi, j'ai suivi des documentaires où les gens pensent qu'avec une certaine technologie, et avec la nanotechnologie, on pouvait réveiller les morts. Et même certaines assurances, dans des pays développés, avaient déjà mis des équipements où garder les corps humains en espérant que le jour où on va développer cette technologie, nous pourrons ressusciter des personnes qui étaient mortes. Réveiller des personnes qui étaient mortes. Donc on pensait que la science pouvait tout faire, pouvait tout donner. Et on ne remettait plus Dieu au centre. Je pense qu'avec cette maladie pour les croyants, on s'est dit qu'il faut se préparer à tout. On peut se lever un beau matin et puis bon, c'est la fin du monde. Mieux vaut être en bon lien avec notre Créateur pour se retrouver peut-être dans la place communiste. Merci beaucoup. Je me tourne vers Stan. Un autre message. Il est important d'avoir une source secondaire de revenus et d'épargner dans la mesure du possible parce que le travail est temporaire. Ah oui, ça c'est clair. Il y a rien à dire. C'est clair. Mais ça nous échappe. Ça nous a échappé avant Corona. Oui, mais il faut aussi avoir, c'est pas la capacité d'avoir beaucoup de sources de revenus en fait pour pouvoir le faire aussi en fait. Mais là, ça. Tu sais qu'on apprend à épargner. Est-ce qu'il faut attendre d'avoir beaucoup avant d'apprendre à épargner? Non, pour épargner, tout le monde peut épargner. Mais générer des ressources
c'est pas des activités génératrices de ressources. Là, ça demande beaucoup de choses. Mais si la personne dit qu'il faut avoir une seconde source de revenus et apprendre à épargner, parce que le travail qu'on en met aujourd'hui et qu'on croit qu'il est, je ne sais pas, éternel, est temporel, ça peut s'arrêter à tout moment. C'est bon? Madame, permettez-moi de revenir un peu sur quelque chose. Brièvement. Voilà. Quelqu'un parle tout de suite de la science, que la science a reçu un coup, selon lui, par rapport à Covid-19. Moi, je vois un peu autrement la chose. Déjà, Covid-19, c'est le fruit ou bien c'est l'espoir malheureux de la science, en fait. Et donc, aujourd'hui, nous voyons que les scientifiques, ces gens-là qui sont dans le domaine médical, font fait de tout pour trouver une solution. Et au point où nous en sommes actuellement, on sait que la science a fait ses preuves, parce que déjà, si nous voyons des gens qui guérissent dans les hôpitaux et qui reviennent sains et saufs, on peut applaudir la science. Parce que sans la science, je vous dis que nous compterons plusieurs milliers de morts, plus que ce qu'on en a compté. Donc du coup, il ne faudrait pas qu'on dise que la science a... C'est son avis, on ne peut pas l'empêcher de penser ainsi. C'est juste pour apporter un complément, pour qu'on ne puisse pas indexer juste mal la science en fait. Sauf que ce qu'il a dit, c'est que si la maladie est venue, c'est à cause de la science, qu'on aurait pu bénéficier. Non, je crois que la personne lui pense plutôt, parle plutôt des recherches qui n'aboutissent pas en fait. Vous voyez de nombreuses recherches qui sont lancées et jusqu'ici il n'y a rien de définitif. Antoinette, un autre message, nous nous sommes rendus compte que nous avons besoin de peu pour être heureux. Enfermés dans nos chambres comme nous avons été. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, c'est une belle remarque, parce que même si vous êtes dans l'abondance, le coronavirus ne vous fait pas grâce. Hein? Je vois. Donc, avec le peu que vous avez, soyez satisfait du peu que vous avez. On peut être heureux avec le peu que l'on a. Oui, mais si je veux ajouter, si vous permettez, par rapport à ce qu'elle vient de dire, moi je pense que sur cette question, on s'est rendu compte que la production à outrance dans laquelle nous étions n'était pas autant nécessaire. On a arrêté les industries pendant des mois. Mais pourtant, le monde a survécu. Et ça fait un bien fou à la nature. C'est vrai. Ça fait un bien fou à la nature. Mais voilà, quelqu'un dit que la nature est capable de se refaire une santé toute seule, elle-même, sans l'aide de l'homme. Elle s'est fait une santé. Pour ceux qui sont... pour ceux qui ont protégé l'environnement comme moi. On s'est rendu compte que pourquoi pas dorénavant essuyer des semaines ou des mois au cours desquels on pourra arrêter les industries, de tourner les industries pendant un bon moment. Dans les pays ou dans les villes comme ceux d'Amsterdam et autres, on a vu la nature s'éclaircir pendant des jours sans fumer. Et je pense que sur ce point, les industriels auront appris que on n'est pas obligé de produire à outrance. Et très souvent, la plupart de ces productions finissent en mer lorsque c'est pas consommé en totalité. Peut-être que cet avis vous paraîtra utopique. Voilà ce téléspectateur qui nous dit bravo, bonsoir, bravo pour l'émission. J'aimerais que nos présidents et scientifiques africains profitent de la situation actuelle pour prendre leur indépendance sanitaire vis-à-vis de l'Europe en mettant tout en place pour créer l'OAS, c'est-à-dire l'Organisation africaine pour la santé. Oui. Stan. Bon, en fait, il a bien vu, mais seulement que c'est un grand effort qu'on demande. Et je pense qu'avec Tu penses que sa proposition est utopique? Non, c'est pas utopique, c'est un grand effort qu'il demande, ou bien que nous voulons tous, mais c'est seulement avec la volonté que ça pourra se faire. Avec la volonté, on peut arriver à ça. On peut arriver à ça. Maintenant, permettez-moi de rebondir. Tout à l'heure, même j'ai ri quand vous aviez dit quelque chose. Quelqu'un qui dit la nature se refait une santé. Elle-même sans l'aide de l'homme. Elle-même sans l'aide de l'homme. D'ailleurs, c'est l'homme qui, on pourrait dire, qui est le bourreau de la nature. Parce que c'est l'homme qui crée des choses qui fait que la nature a mal. Donc du coup, si la personne dit la nature se fait une nouvelle santé, ça c'est vrai. En faisant quoi? En tuant simplement les hommes qui sont ses bourreaux. Mais est-il que ce n'est pas normal que la nature se fasse une nouvelle vie ainsi, mais nous, on va essayer aussi de canaliser les choses pour aussi vivre. Si on considère la Covid-19 et les ravages qu'elle a fait en Europe, pas en Europe, dans le monde entier, en un temps record, que peut-on dire de la valeur de la vie aujourd'hui?
Que vaut la vie? C'est vrai que cette question, on se la pose depuis toujours, mais avec l'avènement de Corona, le débat est relancé. Oui, et on s'est rendu compte qu'en fait, notre vie ne tient à rien. Ne tient à rien. À tout moment. Mais que vaut la vie pour toi? Qu'est-ce qu'elle vaut? La vie, je pense que c'est un peu compliqué de répondre. C'est philosophique, mais je sais que Raphaël va nous donner la réponse. Mais pourquoi c'est compliqué de répondre? C'est compliqué de répondre. Quelle valeur les hommes donnaient à la vie avant Corona et après Corona ou au cours de Corona? Oui, avant Corona, je pense qu'il fallait vivre à outrance. Profiter de chaque seconde. Nous étions pratiquement tous dans cette dynamique. Il faut vivre comme si on devait mourir demain. Je pense que le philosophe va mieux nous éclairer. Monsieur le philosophe. Oui. Que vaut la vie? Mais ma question principale, c'est quelle est la valeur de la vie aujourd'hui? Ça, j'ai encore que vaut la vie. Parce qu'aujourd'hui, avec le coronavirus, madame, je le dis, nous devons apprendre énormément de ça. Parce que, je le disais tantôt. Tu réponds à ma question. Je réponds justement à votre question. Je n'ai pas l'impression. Je vais vous surprendre. Tu n'as pas assez de temps. D'accord. Ok. La vie vaut énormément. La vie vaut beaucoup de choses. La vie vaut énormément. Et justement, c'est parce que la vie vaut énormément que nous ne sommes pas laissés mourir. C'est pour cela que nous avons pris toutes les précautions que des gens n'auraient jamais imaginé faire. La vie vaut énormément. C'est pour cela que dans des pays où des gens étaient dans le système informel, où ils n'avaient pas de quoi survivre dans ces moments-là, on a pu aller à leur assistance. La vie vaut énormément. Et c'est pour cela que tout développement que nous devons faire doit être centré sur la vie, sur l'homme. C'est ce que je dis. Il faut mettre l'homme au cœur. L'homme doit être la fin de nos actions. L'homme ne doit pas être les moyens que nous devons utiliser. Trop de pouvoir tue finalement le pouvoir. On a donné énormément la science, le pouvoir à la science, et aucun autre pouvoir à l'éthique, à la morale, au sens de la vie. Nous devons redonner un sens nouveau à notre vie. La valeur de la vie. La valeur de la vie. Là, je vais emboîter les pas à Raphaël pour dire que si la vie ne valait pas, on n'allait pas courir de gauche à droite pour trouver des solutions à coronavirus. Si la vie ne valait pas, on n'allait pas craindre les autres. Déjà, quand quelqu'un crache, quand quelqu'un tousse, vous voyez des gens fuir. Voilà. C'est la débandade totale. Antoinette, toi qui es métier en formation, comment tu as vécu? C'est comme nous parlons de la valeur de la vie. Qu'est-ce que tu en dis? La valeur de la vie. Avant Covid-19, effectivement, la valeur qu'on donnait à la vie. Tu es tout le temps dans les hôpitaux? On est tout le temps dans les hôpitaux, mais actuellement, avec Covid-19, quand vous voyez des malades pris sur leur lit et autres, avec la distanciation, on est un peu affecté. En fait, on n'est plus dans la dynamique de prendre toutes les vies comme on le prenait avant. Même le corps médical a peur pour sa santé et sa vie. Vous vous méfiez. Toujours, on exige toutes les mesures de barrière parce que nous-mêmes aussi, on n'est pas épargnés. On n'est pas épargnés. Chacun donne plus de valeur à soi-même, de nous protéger. Parce que j'existe parce que je vis. Sans la vie, je n'existe pas. Je vois, merci beaucoup. Notre santé, la santé, comme on le dit, c'est la santé de mon patient, ma patiente, c'est la première préoccupation. Avec Covid-19, c'est remise en question. Disons-nous la vérité, elle veut pas me le dire. Nous avons un autre message. Merci beaucoup pour ce thème choisi comme leçon apprise. Personnellement, je pense que l'humanité doit dorénavant penser à l'apocalypse, qu'est la fin du monde, et mieux respecter la nature et ce qui s'y trouve, notamment l'homme, et la supériorité de Dieu. Je reviens à Zeus. Oui, et comme je l'ai dit, il faut qu'on comprenne qu'il y a quelqu'un quelque part, même si nous ne le voyons pas, qui a sa main dans ce que nous faisons. Donc on dit qu'avec Corona, les athées devraient, ou certains athées... Puisqu'on pensait que la science pouvait tout nous offrir à tout moment. Certainement changer d'avis. La science pouvait nous donner tout à tout moment. Quelle que soit la situation, quelle que soit la maladie, si on est prêt à aller sur Mars,
c'est pas trouver la technologie nécessaire pour lutter contre une quelconque maladie qu'on ne pouvait pas avoir. On n'a pas pensé que durant 3, 4, 5 mois à 6 mois depuis décembre et en Chine, qu'on ne pouvait pas trouver un remède contre cette maladie. Donc, on a compris que quelque part, il faut se retourner vers Dieu. Et quand vous voyez dans les journaux, dans les documentaires, à un moment, les policiers, les gens marchent sur la rue, qui s'arrêtent, qui sont genoux pour prier, en demandant Dieu d'aider toutes les personnes qui s'investissent dans le domaine de trouver un remède. Je pense que quelque part, on a compris qu'il y a un Dieu. À un moment, il fallait se remettre à ce Dieu, à ce Dieu en qui nous croyons, à ce Dieu pour qui nous allons pas chaque jour dans les sanctuaires, même pour ceux qui ne croyaient pas. Se disaient, mais si Dieu existe, je pense que c'est le moment de nous montrer véritablement ta puissance en nous donnant un remède. Mais que pensez-vous de ceux qui affirment que la Covid a enseigné une grande leçon d'humilité à l'humanité entière? Oui, la Covid a enseigné une grande leçon d'humilité. Parce qu'on a compris que les milliards, le pouvoir ne vaut rien devant le virus qui ne se fait pas voir et qui déstabilise tout le monde. Voilà. C'est juste ce que je peux dire par rapport à ça, très simple. Voilà. Très simple, oui, Antoinette. Moi je donne oui comme non, ils ont raison. Oui, parce que vu effectivement la science qui est en défaillance quelque part, et les puissances sur lesquelles nous comptons, et également vu que cette maladie nous met au même pied d'égalité, différentes races, tout le monde, les rangs sociaux et autres, tout le monde est au même pied d'égalité. Donc c'est vrai, on doit s'humilier, Mais autre part aussi, je vois que c'est un engagement personnel. Si la personne ne change pas de mentalité, pas toujours, on va garder les mauvaises habitudes après Covid-19 ou bien, comme nous allons vivre avec Covid, comme en zone endémique, comme le paludisme. On va vivre comme ça, les gens resteront toujours égoïstes. Moi, je me demandais si la personne dit ceci parce que selon elle, c'est moi qui le dis, hein, l'orgueil des grandes puissances a été brisé. Oui, moi je pense que l'orgueil des grandes puissances a été brisé. Quand je disais tout de suite, les gens ne s'attendaient pas à ce que l'Afrique puisse proposer quelque chose, qu'on puisse avoir des débuts de proposition et de quelque chose pour lutter contre cette maladie. Et en Afrique, parce que quelque part, les pays développés se sont rendus compte que cela pouvait nous donner quelque chose. Il y a des années où nous les considérons comme de moins que rien. Si je prends même, il y a 3 mois où un enseignant dans une université européenne a fait une carte du quotient intellectuel où il mettait le quotient le plus bas en Afrique. Pour lui, les Africains, surtout les Noirs, c'était le quotient le plus bas parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi nous avions toutes ces richesses et on n'arrivait pas à proposer quelque chose. Je pense qu'avec ça, ça va changer des mentalités. Ils vont comprendre que nous sommes tous égaux devant la mort et qu'ils ont été jusqu'ici, ils ont été plus touchés malgré la technologie qu'ils disposaient. Et donc cette leçon d'humilité devait nous pousser tous à se dire que peu importe la race, peu importe la couleur, chaque être humain est en mesure de donner quelque chose pour la construction de ce monde. Un autre message, moi je me suis rendu compte que l'Afrique n'a pas sa place dans le débat relatif à la recherche de solutions. Oui, c'est ce que la personne dit. Que c'est l'impression qu'elle a eue en fait. Que l'Afrique n'a pas sa place. N'a pas sa place dans le débat relatif à la recherche de solutions pour Covid. Oui. Qui a l'impression. Peut-être, je serais d'accord avec lui quand on voit le silence qu'on garde autour de l'apivirine et autour du Covid organique. On se dit qu'en fait, on n'a pas pour l'instant notre place. Si on avait notre place. J'ai reçu même les interviews du docteur Agon qui dit qu'il était prêt pour ceux qui doutaient encore, qu'il envoie un échantillon afin qu'on puisse le tester pour voir si c'est efficace ou pas. Une personne qui le dit, je pense qu'on se serait penché là-dessus pour voir si est-ce que ce qu'il nous propose ne peut pas aider. Et si jusqu'ici, on s'est tué.
les grandes organisations, l'OMS et l'ensemble des structures et pharmaceutiques qui sont dans le domaine se sont tues. C'est qu'on se dit que l'Afrique n'a pas encore pour le moment son mot à dire. On pense. C'est dans ce sens. C'est dans ce sens. Il faut s'inscrire. Hein. Oui, Raphaël. Je pense que justement, son impression rejoint d'ailleurs. Donc, selon toi, son impression est justifiée? Justifiée, surtout que, mais justifiée, mais nous ne devons pas nous résigner. Parce que coronavirus a infligé une terrible humiliation à l'orgueil de cette puissance. Si vous prenez l'Amérique qui ne croyait même pas que cette maladie pouvait venir sur cette terre, parce qu'il croyait qu'il avait toutes les arsenals pour pouvoir faire face. Mais c'est plus de 100 morts déjà. 100 000 morts plutôt, déjà. L'Afrique devait, nous ne devons pas nous résigner face à ce refus de ne pas nous considérer comme des personnes en entière. Parce que c'est comme si on nous sous-estime. Et ce qui me fait mal, c'est que certains prennent déjà le courage à leur main. Si l'autre avait proposé pas forcément qu'on sorte de l'OMS, mais qu'on crée quand même quelque chose. L'OAS. C'est une bonne idée à y réfléchir. Parce que nous avons des pratiques qui pouvaient nous permettre de résoudre rapidement ce problème, mais sous prétexte de ICY et tout ça là. Je vous dis que les moustiques, si vous voulez, je vais terminer par là. 2 secondes. Les moustiques qui nous piquent ici et que nous résistons au paludisme, on ne peut pas piquer l'homme blanc et il va résister. Autrement dit, nous avons des choses avec nous que nous devons valoriser pour pouvoir s'en sortir et ne pas toujours dépendre sanitairement de l'Europe et de l'Asie. Nous avons parlé de la leçon apprise. Nous devons parler des bonnes pratiques, les bonnes pratiques qui gênent surtout Stan aujourd'hui, le port de cache-nez et surtout le lavage de mains. Oui. J'ai été étonnée que la fille qui est dans le reportage ait dit que ce sont des difficultés parce qu'on n'y était pas habitué avant et que c'est difficile pour certains de se laver les mains à tout bout de champ. Mais quand même, je ne sais pas comment Raphaël lui le vit. Se laver les mains tout le temps, ça te dérange aussi? Non, mais bizarrement, lorsque je dois faire quelque chose, c'est comme si il faut que je me lave les mains d'abord. J'ai finalement ce réflexe-là. Tu as eu du mal à l'acquérir, se laver les mains tout le temps? Antoinette, elle est habituée de par sa profession. Contrairement à ce que vous venez de dire, c'est que moi, en tout cas, j'aime plutôt, dans toutes les mesures barrières, ce que j'aime beaucoup, c'est de laver les mains. Parce que déjà... tu n'aimes pas les cache-nez? Non, les cache-nez, j'aime les cache-nez. En fait, quand je parle que le cache-nez descend là, ça te dérange. Mais bon, sincèrement, la chose que j'aime beaucoup dans les barrières, les mesures barrières, c'est le lavage de mains. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes au terme de notre échange. Un dernier partage avec les téléspectateurs et on leur dit au revoir. On commence avec Stan. Oui, ben, pour clôturer, moi je dirais en fait de souvent ne pas oublier les mesures barrières comme nous venons de le dire en dernière position. Et il faudrait que tout le monde nous tirions une leçon d'humilité, d'une grande humilité à partir de cette maladie qui a pris en otage notre monde. Et puis aussi, nous devons savoir que les bonnes manières, c'est-à-dire mettre notre vie en ordre, ça vaut la peine. Parce qu'on ne sait pas quand et comment et où la mort va nous surprendre. Et là, il faudrait qu'on s'y prépare. Merci. Merci Antoinette. Ouais, merci pour l'émission. J'encourage tout le monde à continuer par observer les mesures barrières et également à se préparer, comme Stan vient de le dire, c'est de retourner à son Créateur, de garder foi et de continuer par vivre au jour ce que vous avez aujourd'hui. Vivez, faites du bien autour de vous, aidez les autres également, soutenez et rendez-vous utile à la société, c'est essentiel. C'est important, merci Zeus. Oui, et moi, s'il y a quelque chose que j'ai à dire, et j'ai être toujours en bon terme avec notre Créateur, parce qu'on ne sait jamais, à tout moment, on peut s'en aller. Mais au même moment, c'est d'inviter tout le monde à la vigilance, parce qu'on a compris tout de suite que la vie a une valeur pour certains, mais pour certains, ça ne vaut rien de sacrifier des milieux de vie pour de l'argent, pour des intérêts financiers. Quand on voit les menaces et proférées à l'encontre du docteur Raoult, tout de suite, on se rend compte que pour certaines personnes, et ça ne vaut rien de sacrifier des milieux de vie pour se faire de l'argent. Donc la vigilance, elle est à tout le monde. Et dans cette lutte pour un monde meilleur.
Merci beaucoup, Raphaël. Oui, Africains, sois fier de toi parce que l'OMS avait prédit des millions de morts. Il y a Dieu dedans, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Dieu veut dire que Dieu est avec nous en fait. Dieu avec nous. Dieu avec nous. Terminer surtout par dire que oui, le virus qui avait tellement tué, c'était en 1919 et ce n'est qu'après le déconfinement. C'est-à-dire que les gens croyaient que la maladie est finie, tout le monde est sorti et on a oublié les gestes barrières. Il y a eu une deuxième vague. Et une deuxième vague a tué plus de 500 millions de morts. Donc ton dernier mot? Donc mon dernier mot c'est que virus, nous devons tout faire pour éviter que ça se circule. Et pour le faire, nous devons pratiquer toujours les mesures barrières. Merci beaucoup. Merci à chacun de vous pour vos apports. Au plateau aujourd'hui, chers amis téléspectateurs, j'étais avec à mon extrême gauche Raphaël Gadediso. Il est enseignant de philosophie. À ma gauche, j'étais avec Zeus Lukinta. Il est juriste de formation, doctorant en droit et gestionnaire des collectivités territoriales en formation à l'ENA cycle 3. Et à mon extrême droite, nous avions Stanislas Gloupo, il est juriste, et à ma droite, Antoinette, elle est médecin en formation en 7e année de médecine à l'université de Lomé. Comme je le disais en début d'émission, cette situation difficile que nous vivons tous est également l'occasion de tirer des leçons pour nous préparer pour l'après-pandémie et prendre les mesures pour ne plus être affectés dans l'avenir par des situations similaires qui, nous l'espérons, ne surviendront pas. À chacun sa leçon, mais le maître, c'est Covid-19. Merci de nous avoir suivis et à samedi prochain. Suivez sur la TVT New Afrique Design. Une émission 100% mode, tous les premiers, deuxième et troisième dimanches du mois à 16h30. La rediffusion tous les lundis à partir de 21h45. « 1944. À l'Est,
Les forces hitlériennes ont été repoussées jusqu'aux frontières du Troisième Reich. Mais l'Allemagne n'est pas au bout de ses peines. Depuis des mois, les Alliés planifient un gigantesque assaut dont le but est d'ouvrir un deuxième front en France. Des troupes s'exercent déjà. Depuis longtemps, Hitler se doute qu'il devra subir une opération d'envergure, mais il ignore quand et où elle se produira. Tout est bientôt prêt pour que s'engage l'une des plus formidables batailles de la Seconde Guerre mondiale. Le débarquement allié sur les plages de France. Le Premier ministre britannique Winston Churchill est persuadé que cette invasion est la seule tactique capable de faire chuter le Troisième Reich. Mais comment réunir les forces nécessaires et surtout quand et où les faire débarquer? Pendant des mois, les forces alliées vont se préparer au cours d'opérations plus ou moins réussies. Dès le mois de décembre 1941, les commandos britanniques réalisent un raid sur Vaxo, une île norvégienne occupée par les nazis. Cette opération éprouve la solidité des défenses allemandes et oblige Hitler à maintenir des troupes en Norvège. Une usine d'huile et la totalité des fortifications côtières sont détruites avant le repli des commandos. En août 1942, un contingent principalement formé de soldats canadiens et britanniques est impliqué dans une action beaucoup plus ambitieuse. Le débarquement de Dieppe. Cet assaut a pour but de tester les défenses allemandes. Il doit également fournir une première expérience du feu aux troupes canadiennes. Mal préparée, l'opération se transforme en massacre. Très rapidement, les péniches de débarquement sont prises.